Ok, je suis bon. Parfait. Ok, alors on est live aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous Facebook Live. Donc, depuis un moment, tous les mercredis, on a décidé chez Entre Africa de faire un Facebook Live pour pouvoir faire participer un peu tout le monde et donner des conseils, des informations en fait à tous ceux qui nous suivent pour pouvoir se sortir un peu de la crise que nous traversons actuellement. Donc aujourd'hui, on a le plaisir et puis on a l'honneur de recevoir un expert dans le growth hacking qui va se présenter à vous. Donc c'est ça. Donc si vous avez vu notre affiche, donc aujourd'hui on va parler de growth hacking, mais plus spécifiquement du mindset, l'importance d'avoir le bon mindset pour pouvoir appliquer justement la technique de growth hacking, qui je pense va être un élément assez percutant dans cette crise de Covid que tous les entrepreneurs vivent. Alors, David, je vais te laisser te présenter à tous ceux qui nous suivent. Donc, qui es-tu et donne-nous le nom de ton entreprise, s'il te plaît. D'accord, donc mon nom est David Kaboshishi. Je dirige une agence de marketing digital qui s'appelle TAMA pour African Marketer Agency. Donc, ça fait, on va dire, 4 ans qu'on existe et on aide en général les petites et moyennes entreprises à utiliser le digital pour augmenter leurs revenus, réduire leurs coûts et puis optimiser leur productivité. Voilà. Donc, je suis passionné forcément de marketing digital, de technologie. Et au quotidien, nous sommes une équipe de 10 personnes. Donc, on travaille donc, avec de grands groupes, comme aussi des PME et consorts, en fait. Voilà, donc le sujet du jour, peut-être avant, voilà, peut-être pourquoi je suis devenu entrepreneur. Oui. Voilà, c'est comment dire, on va dire, c'est né d'une frustration en fait, hein, une frustration parce que justement, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, il n'y avait pas forcément de service en fait, hein, de marketing digital très professionnel en fait sur le marché. Donc voilà, cette frustration-là et puis cette opportunité. Et puis une volonté, on va dire, de créer un cadre dans lequel des personnes pourront non seulement s'épanouir avec le digital, avec le marketing digital, et puis réellement avoir une carrière professionnelle en fait dans tout ce qui est marketing digital, au lieu d'être en grille de petit community manager indépendant, avoir une vraie carrière, un plan de carrière, et puis essayer de construire quelque chose ensemble. Voilà. Donc, je l'ai dit, depuis ces 4 ans, on a eu des hauts, des bas, mais le plus important, c'est que toujours on avance, on acquiert de l'expertise, on continue de se former. Et justement, avec beaucoup d'humilité, hein, justement, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se disent experts du digital et tout ça. Moi, je pense qu'en général, c'est vraiment la pratique, c'est vraiment par l'expérience que justement l'expertise se demande. Donc, pour cela que nous, on met vraiment un point d'honneur à travailler sur nos process, à travailler sur nous-mêmes, sur toutes les méthodologies qui existent. Il y en a tellement aujourd'hui qui existent en fait en matière de marketing digital et on continue de se former, on continue de travailler, de grandir petit à petit. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, David. Alors, par rapport à la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui, comment est-ce que vous réagissez? On peut imaginer en fait que quand on est dans le digital, on n'est pas forcément affecté. Premièrement parce que tout se fait en général à distance. Donc, j'imagine que vous, est-ce que vous avez vu justement votre chiffre d'affaires avoir baissé un peu? Est-ce que ça vous a impacté grandement, autant que, on va dire, bon, c'est peut-être pas comparable, mais est-ce qu'on peut comparer aux restaurants qui ont totalement fermé? Je ne pense pas. Comment est-ce que vous, ça vous a affecté? Oui, typiquement, justement, comme je l'ai dit, en fait, a priori, hein, ça ne devrait pas nous affecter, quoique, hein, on a malheureusement perdu quelques clients, en fait, justement, dont le domaine d'activité a été fortement impacté, notamment les hôtels, parce que c'était vraiment une niche sur laquelle on travaillait. Et on a dû, je vais dire, littéralement passer en télétravail. Voilà.
en même temps, c'est vrai, on est de l'edition, on dit donc c'est plus facile. Non, mais c'est pas forcément évident parce que justement, au-delà, le marketing digital, c'est un travail d'équipe en fait. Voilà. Donc, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir interagir ensemble, il faut pouvoir brainstormer. Et généralement, c'est plus facile de le faire ensemble. Et justement, nous, on essaie de construire une entreprise, donc on a justement besoin d'avoir, on va dire, cette culture-là où les gens interagissent les uns les autres, s'enrichissent les uns des autres. Donc, bon, malheureusement ou heureusement, on a dû passer en full télétravail. Nous, on l'a fait vraiment très tôt. Je pense que c'était le premier cas, donc depuis début mars ou mi-mars, on est totalement en télétravail et je pense qu'on risque de rester voilà, dans le futur, dans cette manière de travailler même, parce que, bon, il faut se dire la vérité, voilà, ça aide avec les charges. Si tu n'as plus de loyer à payer, si tu n'as plus d'électricité à payer pour l'entreprise, voilà, tu n'as juste qu'à prendre la connexion Internet des collègues. Donc, à partir de ce moment, bon, on est en train de faire le pour et le contre. Peut-être que, justement, on va essayer d'avoir un mode hybride où on est en télétravail à moitié de la semaine et l'autre semaine, on est en présentiel. Donc, on verra quoi. Mais quand même, mine de rien, je pense que ça nous a forcé à quand même se réadapter, forcément, dans notre manière de travailler, forcer justement aussi à se réadapter par rapport à certains clients qui ont été impactés. Donc, voilà, baisse d'activité. Donc, forcément, on va dire, on cherche à couper le budget marketing. Donc, pour pouvoir proposer de nouveaux concepts, de nouveaux services, de nouvelles approches pour accompagner justement le client dans cette période assez compliquée. Ok, super, merci beaucoup David. Et tu dis que tu as dit en fait que vous avez dû vous réadapter. Et en fait, ça nous emmène un peu au sujet qu'on va traiter aujourd'hui, le growth hacking et l'importance d'avoir en fait ce mindset-là. Tu peux peut-être commencer à donner un peu la définition. Comme je te dis, moi, pendant que j'étais en train de faire en fait mes recherches sur le growth hacking, je cherchais l'équivalent en français et puis j'ai toujours pas trouvé. Hein. Donc, je vais te laisser peut-être expliquer, donner un peu la définition justement de ce que c'est que le growth hacking. Et pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vais juste remettre les choses dans un contexte. Donc, on reçoit aujourd'hui Monsieur David O. Kaposhichi, qui est le fondateur et le Digital Manager Officer de Tama, qui est donc une entreprise spécialisée dans le digital. Et donc, aujourd'hui, on va parler un peu du growth hacking. On s'est dit que c'était une bonne opportunité justement d'en parler parce qu'au vu de la crise, il est temps en fait que les entrepreneurs puissent se réinventer, puissent peut-être inventer de nouveaux produits, puissent peut-être inventer une nouvelle façon de faire. Et je pense que le growth hacking, c'est justement là pour vraiment nous aider en temps de crise, aider les entrepreneurs en temps de crise. Donc David, je te laisse parler un peu de ce que c'est que le growth hacking et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce mindset-là. Ce mindset, super. Donc, on va rentrer dans la présentation. Hein. Donc, typiquement, le growth hacking, on va dire, c'est ce monsieur qui s'appelle Sean Ellis, qui était en fait le directeur marketing de PayPal. Donc, je pense que justement, c'est important pour les entrepreneurs de quand même avoir ce contexte-là. Hein. PayPal, ils ont créé ce qu'on appelle PayPal Mafia, en fait. Voilà, de PayPal est né beaucoup d'autres entrepreneurs. Donc, vous avez Elon Musk, vous avez ceux qui ont fondé LinkedIn, ceux qui ont fondé, si je ne me trompe pas, YouTube. Voilà. Et ce monsieur-là qui était en fait à l'époque justement le directeur marketing de PayPal et qui, dans les années 2010, cherchait justement quelqu'un pour apporter, on va dire, un autre type, sinon une autre manière d'aborder un certain nombre de problèmes. Et il a un peu, on va dire, établi le terme growth hacking ou growth hacker, en fait. Voilà. Donc, typiquement, en fait, voilà, dans la définition qu'il a donnée d'un growth hacker, avant de parler de ce qu'est le growth hacking, voilà, typiquement, il dit, OK, c'est cet individu-là dont, en fait, voilà, le vrai nom est la croissance, en fait. Cette personne est obsédée de croissance, voilà, littéralement. Donc, tout ce qu'ils vont dire, voilà, c'est pour pouvoir, tout ce qu'ils vont faire, hein,
dans l'entreprise, c'est pour pouvoir, OK, dégager des moyens pour permettre à l'entreprise de croître. Voilà. Donc, typiquement, lorsqu'on parle de growth hacking, on va faire référence justement à cette recherche-là de la croissance d'une entreprise. Et lorsqu'on est dans une startup, et justement, hein, c'est souvent ce que les gens en fait ne font pas attention. Startup, c'est quoi en fait? Justement, startup, c'est croissance. Qui définit une startup par rapport à on va dire une grande entreprise ou une petite entreprise ou tout le reste, une PME? C'est que la startup est caractérisée par un fort taux de croissance en fait. Voilà. Okay. C'est pas seulement une nouvelle entreprise qui se crée, mais c'est plutôt une entreprise qui se crée avec un fort potentiel de croissance en fait. Voilà. Ça, donc c'est pour cela que justement en fait ce terme de growth hacker on va dire est né en fait dans le monde des startups surtout technologiques en fait, parce que dans une startup qui se veut technologique, c'est vrai que startup technologique c'est un peu, on va dire, c'est pas forcément très précis parce qu'une startup, justement, elle utilise tous les moyens qu'elle a pour croître, que ce soit la technologie, que ce soit l'agriculture, tout ce que tu veux. Mais tant qu'on poursuit parfois même un peu, et justement, c'est ce que les gens reprochent un peu à cette industrie ou à ce monde des startups-là, parce que la croissance est une obsession, en fait. Voilà. Donc, le growth hacker dans une startup, c'est cette personne-là qui va poursuivre par des moyens, quels qu'ils soient, la croissance de l'organisation de l'entreprise. En fait. C'est un peu ça. Donc après, justement, pour rentrer un peu plus encore dans la définition, je n'ai pas mis le nom de ce monsieur, mais c'est plutôt Andrew Chen, qui est aussi, en fait, aussi un autre leader. Lui, il était chez Uber. Dans le temps, maintenant, il est devenu investisseur et tout. Donc, typiquement, il définit en fait le growth hacker en fait comme étant une sorte de marketeur hybride, en même temps codeur, mais qui va en griffe se poser les questions de OK, comment est-ce qu'on va obtenir des clients pour nos produits en fait? Et à cette question-là, il va répondre avec des tests AB, des landing pages, de la viralité, en fait, des emails et puis des graphes en fait. Voilà. Typiquement, c'est pour donner, on va dire, une définition un peu plus pratique en fait de la chose. Donc, typiquement, le growth hacker, on va dire, c'est un marketeur et puis un codeur. Et puis, généralement, il effectue, qui recherche en fait la croissance de l'entreprise. Donc, il va effectuer cette recherche de la croissance de l'entreprise là, justement, avec tous les outils de marketing qui existent, en fait, à notre époque, en fait. Voilà. Donc, ça va nous amener un peu à une définition, je ne vais pas dire que j'ai inventée, mais qui, en tout cas, rassemble un peu tout ce qui, lorsqu'on parle de growth hacking, à quoi on fait référence. Typiquement, j'ai mis une formule un peu pour faire semblant de faire scientifique. Ça marche. Mais au fond, en fait, le growth hacking, c'est du marketing digital, plus ce qu'on appelle de l'expérimentation rapide, donc de l'agilité, plus en fait de l'implémentation, mais l'implémentation sur tout un funnel, en fait, tout un entonnoir de conversion, plus tout ce qui va être relatif en fait, à des métriques, à des mesures, à de l'analytique. En fait. Donc, typiquement, c'est vraiment ça. Donc, lorsqu'on parle de growth hacking, il y a vraiment, on va dire, 4 choses. Il y a donc le marketing digital. Après, on a donc l'expérimentation rapide. Donc, il faut tester très rapidement. Il y a des activités sur tout l'entonnoir de conversion. C'est très important. Il y a implémentation, c'est vraiment de l'exécution. Donc, il faut faire les choses non seulement rapidement, mais très bien. Et puis après, il y a l'analytique. Il faut pouvoir mesurer, en fait. Enfin, il y a l'adage qui dit tout ce on ne peut pas faire évoluer ce qu'on ne peut pas mesurer. Voilà. Donc, pour donner, on va dire, une définition un peu, justement, en français, on pourra dire que le growth hacking, littéralement, c'est du marketing digital qui est fait avec l'expérimentation rapide sur tout l'entonnoir de conversion, en fait. Voilà. Donc, le growth hacking est à la base, donc on le verra, justement, il est très, très lié au marketing digital. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre growth hacking et puis, on va dire, marketing traditionnel? Et quand je parle de marketing traditionnel,
justement, ce n'est pas uniquement l'utilisation de la radio, de la télé, de la presse. Il y a aussi, en fait, beaucoup, et malheureusement, je pense qu'on est un peu bloqué à ce niveau-là dans nos communautés. Il y a beaucoup de marketeurs en digitaux qui sont très traditionnels, en fait, parce que justement, il y a un mindset qui n'est pas forcément présent ou qui n'est pas encore acquis, en fait, justement. Donc, ce qui fait la différence, c'est que justement, le growth hacker ou le growth hacking va travailler sur tout ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion, qui est littéralement comment est-ce qu'on va transformer quelqu'un qui ne va pas connaître une organisation en quelqu'un qui va faire activement la promotion de cette organisation. Je dis organisation et non pas entreprise parce que justement, on peut appliquer ces méthodologies-là en dehors du cadre d'une start-up, d'une entreprise ou à but lucratif en fait. Voilà, des ONG peuvent appliquer ces méthodologies, doivent même appliquer ces méthodologies-là, sachant que pour eux, l'objectif sera différent d'une entreprise parce que, par exemple, pour une ONG, on va dire, qui sert des repas, gratuits à des personnes défavorisées, l'objectif sera, par exemple, comment est-ce qu'on arrive à servir plus de personnes, l'impact sera différent, mais il y aura toujours un impact et on peut toujours ajouter un gros facteur à cette organisation-là pour poursuivre justement la croissance de cet impact-là. Donc, l'idée, en fait, justement, c'est full funnel. Donc, c'est tout l'entonnoir de conversion. Le marketeur traditionnel, en général, il va s'arrêter à faire connaître l'entreprise. Parfois même, il s'arrête juste à ça, en fait. Malheureusement, pour certaines entreprises encore, dans un modèle très, très, très traditionnel. Le marketeur, voilà, il n'est même pas impliqué parfois même dans la conception du produit. Voilà, on fait le produit et puis on dit, OK, il faut aller vendre, il faut aller faire connaître le produit. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est pas facile, hein. Exactement, tu vois, donc, ou même parfois, même dans nos startups, on réfléchit, on griffe au produit, ça peut être une application, et puis après, on dit, OK, bon, on va prendre les gens du marketing, là, ils vont faire un peu Facebook, ils vont utiliser les influenceurs, ou bien faire de la pub, en fait, voilà. Donc, pour faire connaître le produit. Donc, souvent, le rôle du marketeur va s'arrêter juste aux trois premiers leviers, en fait. Donc, dans la phase de faire connaître, d'acquérir quand même des premiers utilisateurs et des premiers clients, et justement à les engager, en fait. Voilà, ça peut s'arrêter juste là. Ça, c'est le rôle du marketeur très traditionnel. Quoique, le gros hacker, justement, lui, il va travailler sur tout l'entonnoir de conversion et de s'assurer que, OK, non seulement on fait connaître le produit, on a des utilisateurs, on les active, ils deviennent donc clients, mais comment est-ce que justement on crée de la répétition dans leur usage, que ce soit du produit ou du service en fait, et comment à la partie de cette répétition d'usage-là, on arrive à maximiser les revenus que l'entreprise peut avoir avec ce client, et enfin comment est-ce que ce client-là va nous envoyer d'autres clients en fait. Voilà. Donc souvent, moi, je dis, en fait, le gros hacker, c'est le bon marketeur. En fait. Ça, c'est mon opinion et c'est mon je suis entièrement d'accord avec toi, David. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vrai que pour moi qui ai travaillé en marketing, c'est vrai que j'ai travaillé sur tout ce qui est awareness, acquisition et activation. On est quand même allé j'ai quand même travaillé en rétention aussi, hein, parce qu'on essayait justement de garder, en fait, tous ceux qui s'étaient inscrits à notre communauté et tout ça. Donc, on essayait d'utiliser des techniques marketing pour pouvoir les garder auprès de nous. Donc, ça prenait en compte, par exemple, des discounts, des mailings pour rester en contact avec eux, des offres, en fait, alléchantes pour qu'ils puissent rester avec nous. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on ne va pas jusqu'au bout. On nous donne un produit et puis on nous demande, bon, ben voilà le produit et vendez-le comme ça. Et c'est vrai que c'est un vrai casse-tête, en fait, pour les marketeurs. Exactement. Et justement, c'est ce qui va faire la différence. Hein. Se focus sur le client, focus sur le client parce que, justement, c'est ce client-là qu'on va en griffe, pousser dans cet entonnoir-là. Donc, le gros facteur, il est important que, justement, il puisse non seulement être au cœur de la conception du produit parce que, justement, il va falloir faire des expériences. Et dans les expériences, c'est de dire, OK, on va essayer de modifier peut-être une caractéristique de notre produit ou de notre service et puis avec une hypothèse de voir est-ce que justement si on modifie cette caractéristique, on va avoir plus de clients ou pas, par exemple. Et si justement cette personne-là n'est pas impliquée, on va dire, dans la conception produit, parfois même c'est dans les process, c'est très difficile de le faire en fait. Si tu ne peux pas modifier ton produit, tu vois, pour tester, et parce que justement,
ça fait partie, donc l'expérience, donc cette capacité à pouvoir mener des tests, à pouvoir mener des expériences, c'est extrêmement important. Maintenant, l'autre partie, sinon les deux autres parties qui sont aussi tout aussi importantes, c'est le fait que tout ce process-là va se passer avec, si vous voulez, non seulement des technologies, dans le sens qu'on va utiliser, voilà, donc des sites internet, des applications. Après ça peut être même de la 3D, hein, dessus qu'on peut utiliser, de l'intelligence artificielle, voilà. Vraiment très technologique, coding, automatisation et tout ça. Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir récolter des données. Et c'est à partir de ces données-là qu'on pourra justement prendre les décisions de faire de nouvelles expériences ou bien de lancer en fait des initiatives un peu plus larges en fait. Donc c'est vraiment en griffe ce qui va séparer le growth hacker et du marketeur traditionnel, le growth hacking du marketing traditionnel. Donc typiquement, ça va nous donner, si vous voulez, une intersection en fait en termes de growth hacking, c'est que justement c'est à la limite non seulement du marketing et de la psychologie. Donc, parce qu'il faut comprendre en fait l'utilisateur, il faut comprendre le client, vu qu'on veut lui faire un voyage à travers l'entonnoir de conversion. Il faut utiliser tout ce qui est outils technologiques, donc automatisation, 3D, intelligence artificielle, et pouvoir faire des expériences pour récolter des données. En fait. Voilà, c'est typiquement ça. Et donc, c'est un peu ce que je disais. Donc, typiquement, ce qu'on peut dire du growth hacking, c'est que justement, c'est un marketing qui est full funnel, donc qui prend en compte tout le parcours client, mais qui est basé sur de la donnée qui est acquise à partir d'expérimentations rapides. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, c'est un peu compliqué. Mais si on retient qu'on a une partie de marketing, on a une partie de technologie, une partie d'analytique et d'expérimentation, on a tout compris, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, le growth hacking. Et justement, l'idée, c'est, on peut se poser, bon, à quoi ressemble donc un growth hacker, en fait, en question. Je voulais bien mettre ma photo ici, mais bon, je n'ai pas voulu. Pour ça. Mais typiquement, en fait, le growth hacker, en fait, c'est quelqu'un qui est technique, qui est créatif et qui est analytique, en fait. Voilà. Donc, en termes de compétences, ça, justement, tous ceux avec qui j'ai l'occasion d'échanger sur le sujet, on y arrive, en fait, à avoir des compétences en forme de T. En tout cas, s'il y a des entrepreneurs qui sont là, ils n'ont qu'à chercher, en tout cas, à quoi ça ramène, en fait, avoir des compétences en forme de T, c'est typiquement de pouvoir avoir des compétences sur un large champ, on va dire, de connaissances, toujours pertinentes pour notre activité. Hein. Donc, si c'est un marketeur digital, voilà, tu as des compétences vraiment très larges en matière de marketing digital, donc sur du code, sur de la psychologie, sur la gestion des stakeholders, sur tout ce qui est finance, sur justement conception de produits et de services et tout ça. Mais après, tu as quelques spécialités, en fait. Voilà, tu as quelques spécialités, justement, très pointues, hein, en plus d'avoir un champ large, en fait, de connaissances. Et ces spécialités très pointues-là qui vont faire que, justement, tu auras des compétences en forme de T, en fait. Voilà. C'est un concept extrêmement important, non seulement pour le marketing digital, mais aujourd'hui, justement, lorsqu'on parle de growth hacking, c'est juste impossible de pouvoir avancer sans, en fait. C'est pour ça que quand on préparait ce live-là, j'ai fait référence à ça. Ok, c'est pas aussi évident que ça parce que justement, avoir quelqu'un qui maîtrise en fait ce grand nombre de choses, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Ça prend des années. Ça prend des années. Et justement, le raccourci pour pouvoir arriver, on va dire, à des résultats sans avoir quelqu'un qui maîtrise tout ça, mais c'est d'avoir une équipe, justement, qui maîtrise des bouts de ce thé-là et d'arriver à travailler réellement ensemble. En fait. Voilà. Arriver réellement à travailler ensemble avec un bon état d'esprit pour pouvoir donc, effectuer toutes ces expériences-là pour avoir des données. Mais tout ça, ce n'est rien. Et je pense que dans beaucoup de choses en matière, on va dire, de création d'entreprise, d'entrepreneuriat, on peut utiliser voilà, toutes les dernières technologies, les dernières techniques, les derniers outils. Si on n'a pas le bon mindset, ça ne sert à rien, en fait. Exactement. C'est pour ça que c'est important, justement, de parler, en fait, des fondamentaux. Et c'est même un prérequis, en fait, on va dire, en fait. C'est même un prérequis. Je veux dire, aujourd'hui, tu ne vas pas te dire, OK, on va faire du gros hacking
dans notre entreprise s'il n'y a pas ces fondamentaux-là qui sont établis. Et c'est vraiment au niveau du mindset. Hein, c'est vraiment au niveau du mindset, c'est vraiment au niveau de l'état d'esprit. Mais tu sais, justement, quand je t'ai contacté pour qu'on puisse parler du growth hacking, avant que je fasse mes recherches, j'avais regardé brièvement en fait ce qu'on disait là-dessus, et puis je me disais mais que c'était un processus assez simple en fait, parce que je me suis dit bon, on est en période de crise, on nous demande de réfléchir à quelque chose de nouveau, voilà les différentes parties en fait à considérer dans notre façon de penser, et puis ça s'arrête là. Mais quand tu m'as dit que c'était plus que ça et que ça prenait d'abord un certain mindset, au début, je ne comprenais pas trop. Mais j'avoue qu'en faisant des recherches, j'ai fini par comprendre parce que sans le mindset au départ, on ne peut pas changer sa façon de voir, sa façon d'être, sa façon de faire les choses de façon radicale en fait, hein, parce que c'est un peu ça, un peu le growth hacking. Exactement, exactement en fait. Et c'est pour ça que si tu veux, il y a une forte synergie, on va dire, avec la vie des entrepreneurs en fait de notre communauté. Hein. Au-delà, voilà, du growth hacking, du marketing digital, c'est le mindset d'abord en fait, de se dire que, ok, c'est vrai, je suis dans l'événementiel, tout est fermé, mais il y a toujours un moyen de pouvoir contourner les obstacles en fait. Et au fond, c'est ça le mindset du gros hacker, en fait. C'est de dire que, et justement, hein, il y a plein de personnes qui ont ressorti un peu toutes ces histoires-là. La plupart, en fait, des crises qu'il y a eu, la dernière étant celle de 2008, en fait, au niveau global, en fait, dans l'économie. Mais c'est en 2008 que, par exemple, Airbnb a vu le jour. C'est en 2008 que Netflix a commencé à grossir. C'est de dire que pendant les crises, il y a eu des success stories qui ont commencé. Voilà, pourquoi pas. David, excuse-moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'on a des exemples sur notre continent, ici en Afrique? Est-ce qu'on a des exemples de compagnies qui se sont réinventées carrément en fait? Moi, je vais dire, sans faire de publicité, les exemples, ou en tout cas, cette culture, en tout cas, de growth est vraiment, on va dire, très présente. C'est parmi les entreprises du groupe Jumia, en fait. Voilà. Pour avoir justement eu la chance d'avoir collaboré un peu avec eux à des niveaux opérationnels. Voilà, cette poursuite de croissance-là, justement, est donc constamment présente, en fait. Voilà. Je veux dire, c'est vrai qu'en Afrique, voilà, ils sont arrivés les premiers, mais on a vu qu'il y a plein de e-commerçants qui ont tenté, mais qui ont fermé. C'est vrai. Après, voilà, on peut rentrer dans le débat. Non, ils ne sont pas profitables, ils ne sont pas rentables et tout. Mais ils sont toujours en vie. Après peut-être 7 ans, ils sont rentrés en bourse, ils ont fait un certain nombre de milestones. Après, on peut rentrer dans d'autres débats. Mais l'idée est qu'ils sont toujours en vie et les autres ne sont pas forcément en vie, en fait. Voilà. Et moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles cette entreprise ou ce groupe d'entreprise-là a été vraiment, enfin, a eu un succès, on verra hein, de toute la manière, justement, a eu du succès, c'est parce que, justement, cet ADN de growth ou ce mindset de growth-là est vraiment inclus dans l'ADN de l'entreprise, en fait. Voilà. Et donc, est-ce que, David, quand tu dis que c'est dans l'ADN de l'entreprise, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre qu'il y ait une crise. Est-ce que ces entreprises-là, justement, peuvent se lever comme ça, du genre, tu sais, souvent on voit ça dans les films, il y a un entrepreneur qui a une idée, qui se lève et qui dit, bon, aujourd'hui, on va faire ça, on va carrément changer toute la compagnie, on va penser autrement. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça se passe? Ou alors, en général, c'est vraiment en période de crise, c'est quand les entrepreneurs font face à un mur, qui n'ont plus le choix de se transformer, qu'à ce moment-là, ils vont se dire qu'on doit avoir une pensée non pas une pensée, mais le mindset de growth hacking. Non, je vais te dire, c'est même un état d'esprit tout court, en fait. Que ce soit en période de crise, que ce soit en période où on dit tout va bien, en général, tout ne va pas bien dans une start-up. C'est le chaos, en fait.
Même quand tout va bien, en fait, une start-up de base, si elle n'a pas de problème, bon, c'est que bon, c'est un autre type de start-up, en fait. Voilà. Elle vient d'une autre galaxie, en fait. Voilà, parce que justement, avant qu'on commence le débat, on a parlé des problèmes de cash flow, mais il y a des entreprises, je veux dire, en fait, des startups qui n'ont pas de ce problème de cash flow là, mais qui sont quand même dans du chaos, en fait, parce que justement, il faut atteindre un certain nombre de croissance. Il faut atteindre un certain nombre de croissance, ce qui fait que c'est en général très chaotique, en fait, une startup, en fait, parce que justement, c'est pas un comportement normal de se dire que, OK, sur un an, on va faire 200% de croissance. Si tu as fait 5%, okay, c'est bien. Mais justement, ces entreprises et ces startups-là qui sont à fond dans ce mindset-là, justement, poursuivre, on va dire, la croissance de manière effrénée, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment, on va dire, même le but du growth hacking. C'est vraiment de la croissance. Vraiment, vraiment, vraiment de la croissance. Après, on va parler même parfois, je vais dire parfois même au détriment de la rentabilité de l'entreprise. Pourquoi? Parce que justement, une startup dans son mode normal, elle va chercher à avoir de la croissance pour pouvoir avoir des investisseurs, pour pouvoir en griffe lever des fonds, pour avoir encore plus de croissance et atteindre en fait généralement une certaine courbe, pour justement revenir un peu au Covid, pour avoir une courbe exponentielle de diffusion, pour avoir une courbe exponentielle de diffusion, parce que généralement c'est sur ces modèles-là qu'on tire la plus grande valeur en fait. De manière, voilà. C'est très, 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 on va dire, particulier au monde des startups. Ce n'est pas forcément un griffe, je vais dire, la panacée. Et malheureusement, justement, je ne suis pas sûr que notre environnement, en fait, soit aussi, comment on appelle ça, structuré pour mener, si vous voulez, avoir une entreprise qui poursuit uniquement la croissance, en fait. Voilà, parce que justement, on n'a pas forcément accès facilement au financement. Voilà, parce que justement, ici, et justement, quand on parle de mindset, ici, le coût de l'échec est beaucoup plus élevé qu'ailleurs, en fait. Donc, il y a tout ça, il y a tout un nombre d'ingrédients après qui rentrent en compte pour que justement ce soit possible pour une startup de poursuivre la croissance. Mais ce n'est pas parce que l'environnement ne le permet pas de manière naturelle qu'on ne va pas essayer, qu'on ne va pas y aller justement, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, typiquement, en termes de mindset, c'est réellement de penser, sinon d'aborder les défis et puis les opportunités de manière différemment, en fait. Vraiment, c'est vraiment deux choses. C'est pour ça que j'ai mis ces deux mots en gras, en fait. Le growth hacker, il cherche à apprendre et puis à expérimenter. Ou il cherche à expérimenter pour apprendre, en fait. Parce que justement, c'est un peu ça aussi qui fait la beauté de la chose. Il faut avoir l'humilité. Souvent, tu as parlé tout à l'heure de l'entrepreneur qui vient avec une idée géniale, justement. Donc, c'est vrai, il peut avoir cette idée, mais il faut que cette idée-là, justement, soit, on va dire, validée, en fait. Pour revenir, en fait, dans un autre concept qui n'est pas très loin du growth hacking, qu'on appelle Lean Startup. Il faut valider son idée, en fait. Voilà. Justement, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant qui sont familiers du business model Canvas. Et justement, lorsqu'on fait le business model Canvas, il faut expérimenter pour pouvoir valider. Il faut faire des expériences pour pouvoir valider, parce qu'in fine, ce sont des hypothèses, en fait. C'est vrai, on peut avoir un certain historique, on peut avoir une certaine connaissance du marché ou de par notre expérience, mais l'idée, c'est d'avoir un process pour pouvoir valider, en fait, ces hypothèses-là. Et une fois qu'on aura validé, à partir de ce moment, maintenant, on va passer à l'échelle, en fait, qu'on appelle, en fait, en anglais, ils appellent ça scale-up. Voilà, de passer de start-up à scale-up, en fait. Tout ça, c'est deux états d'esprit aussi différents. Mais quand même, le growth hacking reste quand même présent, que ce soit en mode start-up ou en mode scale-up, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est apprendre, sinon expérimenter pour apprendre, en fait. Voilà, expérimenter pour apprendre, expérimenter pour apprendre. Et justement, en termes de mindset, c'est que justement, la vitesse est en général plus importante que la perfection, en fait. Voilà. Et en anglais, les gens vont dire done is better than perfect. Done is better than perfect. C'est l'idée de dire qu'il faut faire les choses rapidement, en fait. Souvent, je dis de mon expérience avec certains start-upers et tout, voilà, le gars va travailler 2 ans sur un projet, quoi. Non, 2 ans, tu es dead, en fait. Tu es dead. Ici, je te parle de 2 semaines, en fait. Voilà. Chaque 2 semaines, il faut que tu puisses faire quelque chose pour faire évoluer ton chiffre d'affaires. Il faut que tu puisses faire quelque chose pour te rapprocher
de ton objectif final, en fait. Voilà. C'est vraiment des cycles d'exécution très courts. Donc, par rapport à ça, on va en griffe, pas forcément, on va dire, faire fi, on va dire, de certaines considérations, peut-être esthétiques parfois pour le produit, on va chercher à rendre quelque chose de fonctionnel. C'est pas de dire de faire quelque chose de mauvaise qualité, non, quelque chose de rapide qui répond à un certain nombre de critères de qualité acceptables, en fait. Voilà. Si on a un produit, comment est-ce qu'on arrive, qui doit prendre 1 an avant de sortir, mais justement, comment est-ce que, sans avoir une qualité qui n'est pas acceptable pour le client final, justement, donc c'est pour ça que c'est important de connaître en fait son client final pour savoir quel est son seuil de tolérance sur la qualité du produit, en fait. Voilà. Afin de pouvoir rapidement lancer quelque chose, prendre des feedbacks et améliorer en fait son produit et service pour avoir d'autres clients, en fait, et ainsi de suite. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est de vraiment exécuter au-delà de la perfection. Voilà. Par exemple, si je dis n'importe quoi, on doit faire un site internet pour présenter notre produit et service, on ne va pas mettre 3 mois pour faire le site internet. Voilà. On doit faire une application, on ne va pas faire 6 mois pour faire sortir l'application, on va faire ça en 2 mois, en fait, ou en 1 mois même, en fait. Voilà. Okay. Et c'est à partir de ce moment que, justement, quand on parlait de compétences en fait, du gros hacker, tous les aspects technologiques vont entrer en compte. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux mettre un site internet, demain, tu peux avoir il y a des outils qui existent qui permettent de faire un site internet en 24 heures. Sinon, même en 2 heures, en fait. En 2 heures. Voilà. Donc, c'est cet état d'esprit-là, en fait, justement, qui est extrêmement important. De dire, OK, peut-être que le site internet qu'on va faire en 2 heures, il ne sera pas aussi sophistiqué que celui dont on va prendre le temps de faire des maquettes, on va coder à la main de A à Z et tout, mais il répond à un besoin précis. Le besoin qui est d'apprendre de nos clients, d'apprendre du marché, afin justement de pouvoir améliorer notre service, en fait. Voilà. C'est vraiment le premier, on va dire, mindset. Donc, justement, l'idée, hein, ça, on est toujours dans ce même, c'est un peu le cycle, en fait. Hein. Donc, on a parlé de l'entonnoir de conversion 1. Donc, deuxièmement, comprendre son utilisateur, c'est extrêmement important. Justement, on est aujourd'hui en pleine période de crise, mais avoir une bonne connaissance de nos utilisateurs va nous permettre d'avoir des insights, d'avoir des idées sur peut-être des nouveaux services. Tout dépend, en fait, de notre entreprise, sur des nouveaux services ou des nouveaux produits qu'on peut rapidement mettre en œuvre. Voilà, on prend un restaurant, typiquement, on dit, OK, les personnes ne peuvent plus venir dans les restaurants pour se regrouper, tous les restaurants doivent fermer. OK, donc, les gens vont toujours avoir besoin de manger, par contre. Tout à fait. ou même, voilà, pour être un peu plus, on va dire plus sérieux, les gens auront toujours envie de partager quelque chose ensemble, en fait. Voilà. Même s'il y a la distance. Donc, c'est de dire, OK, nous, on va vous permettre, je dis n'importe quoi, de faire emporter, donc, service de livraison. Donc, ça peut être ça. Mais on peut aller plus loin. On va dire, OK, non seulement on vous fait service de livraison, mais on va vous créer virtuellement un endroit où vous allez vous rencontrer avec vos amis et puis partager le même repas, en fait. Voilà. Donc, au lieu de justement prendre un seul repas pour moi seul, je vais prendre le repas pour moi, pour mon meilleur ami, pour mes parents, et puis on va s'asseoir ensemble dans un événement privé en ligne, et puis on va partager le repas. Voilà, ça peut être un type d'expérience que le restaurant peut. Ça, c'est vraiment bien. Ça, j'aime ça, David. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que aujourd'hui, tout le monde est confiné chez soi. Ceux qui vivent seuls, ben, ils vont manger seuls, ils vont commander pour eux et tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir créer peut-être un événement comme ça. Et puis, ça peut même se faire en ligne, en fait. Créer un événement en ligne, voilà, un bouffe party et tout. Et puis commander. Les gens le font, en fait, ils font les apéros digitaux. Bon, un restaurant peut dire, OK, on vous permet de partager un repas en famille. Surtout qu'il y a eu quelques fêtes, malheureusement, où on a dû passer un peu seul. Mais voilà, tout ça, si tu veux, ça part vraiment de cette idée de compréhension de son utilisateur, en fait. C'est extrêmement important pour un entrepreneur de justement comprendre son utilisateur. Quand je parle de comprendre son utilisateur, pratiquement, c'est de s'asseoir avec les personnes, les observer, leur poser des questions pertinentes, pas justement, est-ce que mon produit vous plaît? OK, oui, ça me plaît, donc OK, on a compris notre sujet. Non, mais de comprendre en fait
les motivations parfois même inavouées de nos utilisateurs. Et c'est pour ça que justement, lorsque je montrais un peu le spectre du growth hacking, il y avait cet aspect de marketing de psychologie en fait. Parce qu'il faut pouvoir réellement comprendre parfois même nos utilisateurs mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes en fait. Et c'est ce que justement, ce type de connaissance-là que certaines entreprises technologiques aujourd'hui exploitent en fait, notamment Apple, même Facebook, voilà, parce qu'ils arrivent justement avec la technologie à avoir une très bonne connaissance de leurs utilisateurs en fait aujourd'hui. Voilà, donc une fois qu'on a compris, donc on va faire un brainstorming pour avoir des idées, on va essayer de faire un ranking de ces idées, on va élaborer des expérimentations et à partir de ce moment, il faut vraiment travailler, il faut délivrer quoi. Voilà, c'est là maintenant l'implémentation et c'est là que c'est extrêmement important. Une fois qu'on a délivré, on a implémenté, maintenant, il faut étudier les résultats. Et donc là, on revient sur la partie analytique et puis renourrir la boucle, en fait. Normalement, ce cycle-là, hein, si tu essaies de visualiser, en fait, ça va te faire une spirale, en fait. Une spirale où tu commences par des petits cercles. Donc, sachant que le diamètre du cercle pourra être, par exemple, tes revenus, où tu as des petits revenus, mais tu vas tourner en rond, sinon pas vraiment tourner en rond, mais plutôt t'élever dans une spirale, en fait. Voilà. Jusqu'à devenir une très grande entreprise. Il y a justement, pour parler un peu de cette nécessité de mener des expériences, donc ce mindset-là, par exemple, Amazon, je sais que comment on appelle ça, c'est un peu une des citations qui parle sur Jeff Bezos qui disait que la capacité, sinon la capacité d'Amazon à réussir est une fonction du nombre d'expériences qu'ils mènent par semaine, en fait. Voilà. La probabilité que Amazon réussisse est fonction du nombre d'expériences qu'ils vont mener par semaine. Et je sais qu'ils ont un nombre bien précis d'expériences qu'ils mènent par semaine jusqu'à aujourd'hui, où ils sont vraiment ce géant, en fait, du e-commerce et tout, en fait. Voilà. Tout à fait. Parce que les expériences permettent d'avoir des insights, et ces insights-là vont nourrir justement les idées qui vont permettre d'avoir de nouvelles expériences, et justement, ça fait une spirale, en fait, à peu près. Mais dis-moi, quand on est, là on parle vraiment des grosses entreprises en fait, mais quand on est une petite entreprise qui vient de commencer par exemple, comment est-ce que tu fais pour avoir toutes ces données-là? Parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande un peu d'être présent en fait auprès de ces consommateurs, de ces clients. Donc, quand on parle un peu de Google, de Apple et tout, eux, ils ont toute la technologie derrière eux pour les aider. Mais si on prend des entreprises qui sont sur le terrain ici à Abidjan, là, comment est-ce que eux, justement, peuvent avoir des informations sur leur clientèle? À savoir comment est-ce qu'ils réagissent à leurs produits? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez, par exemple, dans le domaine du digital qui peuvent justement aider ces petites PME-là? C'est vraiment, on est totalement d'accord. Il ne faut même pas, je dis, aller très loin. Un site web. Voilà. Donc, site web, par exemple, OK, je dis n'importe quoi, j'ai une blanchisserie, mais je dois avoir un site web. Et sur ce site web-là, justement, je vais faire venir le maximum de personnes qui ont justement besoin d'avoir des services de blanchisserie pour pouvoir, on va dire, ne serait-ce que même poser des questions. Poser des questions sur nos produits et nos services, en fait. Voilà. On va leur poser des questions, on va leur leur proposer parfois même des essais. Donc, l'idée est justement pour revenir un peu à cet entonnoir de conversion-là, en point de blanchisserie, elle doit avoir un site web ou même à défaut, une page Facebook même, en fait. Une page Facebook sur laquelle, justement, on va chercher. Tout commence, justement, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. On commence par faire connaître, en fait, soit le produit ou le service, en fait. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait connaître notre produit ou notre service, on va chercher à faire de l'acquisition. Donc, l'acquisition, ça sera typiquement, OK, les contacts de la personne, un peu plus de détails sur cette personne. L'activation, c'est d'amener cette personne-là à tester nos produits ou nos services, en fait. Et la rétention, c'est, OK, amener cette personne-là à revenir, à réutiliser nos produits ou nos services. Et revenus, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra parler de, OK, on a pris le maximum sur cette personne et maintenant, on va chercher à partir de cette personne d'avoir d'autres utilisateurs, d'autres personnes qui vont refaire la boucle, en fait. Donc, l'idée, c'est de dire tout simplement, et c'est justement quand on revient à la définition de growth hacking, on a dit c'est déjà du marketing digital, en fait. Donc,
ou un peu la définition que j'avais donnée d'Andrew Chen, en fait, qui disait, OK, comment est-ce que je vais obtenir des clients pour mon produit? C'est typiquement avec des landing pages, donc un site web, email deliverability, c'est typiquement envoyer des emails. Viral Factor, c'est faire des vidéos un peu fun qui peuvent être virales, que les gens vont partager. Et puis éviter, c'est vraiment de pouvoir tester, en fait. Voilà, c'est littéralement ça, en fait. Donc, concrètement, comment une entreprise, on va dire, même si c'est une start-up, elle peut faire, aujourd'hui, justement, comme je te disais tout à l'heure, c'est possible en moins de 2 heures de faire un site Internet pour n'importe quelle entreprise. Peut-être qu'après, on pourrait organiser une session où, justement, je vais montrer comment faire. Oui, parce qu'on trouve ça tellement compliqué de faire un site Internet. Et puis surtout, je pense, on cherche la perfection dans chaque chose qu'on essaie de faire. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est pas la perfection qu'on vise, mais c'est plutôt, comment tu peux dire ça? C'est le fait que le site Internet puisse répondre tout de suite, en fait, à la problématique de notre client. La problématique, en fait, voilà. Est-ce que je suis une blanchisserie? Est-ce qu'il y a un griffe, mes oreilles doivent être dessus? Est-ce qu'il y a, comment on appelle ça, mon contact? Est-ce qu'il y a un formulaire où les gens peuvent, on va dire, prendre rendez-vous? Est-ce qu'il y a notre proposition de valeur? Est-ce qu'il y a peut-être, je le dis, notre fondateur qui explique le concept peut-être innovant de notre blanchisserie? En article, boum, on lance, en fait. Voilà. Mais on ne va pas chercher à avoir le truc très fin avec 36 000 animations et tout. Ça prend du temps, en fait. Et, et le temps, comme on dit généralement, le temps, c'est de l'argent, en fait. C'est de l'argent, effectivement. Tu vas passer du temps à faire peut-être une application mobile, mais plus ça va te coûter cher, en fait. Ouais. Et ce que je veux juste, donc en fait, je veux juste dire à tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont des entrepreneurs et tout, comme David l'a dit, en tout cas, ne perdez pas vraiment du temps sur, n'essayez pas d'être parfait, ne perdez pas du temps sur les petites choses, mais essayez plutôt de répondre en fait aux besoins de votre client et au fur et à mesure, vous allez pouvoir réajuster le tir. Hein. C'est ça, hein, c'est exactement ça, en fait. Donc justement, c'est aussi d'être, on va dire, d'être ouvert, en fait, aux problèmes alternatifs. En fait, ici, c'est typiquement de se poser la question de, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour notre entreprise, en fait. Voilà. Souvent, malheureusement, quand je dis malheureusement, je me mets dedans aussi, hein, en tant qu'entrepreneur, on utilise mal notre temps au lieu où on applique nos efforts sur les mauvais problèmes, en fait. Par exemple, hier, justement, je lisais un article, en fait, à quelqu'un qui donnait des conseils pour des chefs d'entreprise. Par exemple, ça ne sert à rien qu'en tant que chef d'entreprise, tu passes du temps en train de faire ta comptabilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en griffe, pour 80 000 ou pour moins de 100 000 francs, tu peux avoir un bon cabinet qui va te faire ça plus rapidement, avec moins d'erreurs, qui va tout gérer le process, en fait, derrière. Toi, ton temps, justement, tu dois l'appliquer ailleurs, en fait. Justement, tu vas te dire, OK, oui, c'est le problème comment on appelle ça, de notre entreprise aujourd'hui, on n'a pas une bonne comptabilité, donc il faut que je règle le problème. Non, tu peux déléguer ce problème-là, quelqu'un va le faire mieux que toi, ou tu peux trouver une autre solution. Mais justement, ici aussi, justement, c'est l'idée de dire, OK, je pense qu'on verra ça aussi après, de pouvoir trouver de l'aide, en fait, de pouvoir trouver de l'aide pour pouvoir avancer sur, justement, ces problèmes-là dont on n'a pas forcément la solution, en fait. Après, il faut pouvoir être ouvert aussi à des solutions alternatives, en fait. Voilà, de remettre vraiment en question on a toujours fait ça comme ça. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Non, il faut vraiment… Compliqué, hein. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Non. C'est un peu compliqué, hein, David, parce que quand on a toujours fait ça comme ça veut dire que c'est la bonne manière de faire. Si on nous demande de faire autrement… Justement, il faut pouvoir être prêt. J'avais un graphe que je voulais vous montrer, mais bon, je pense que c'est trop marketing, donc c'est pour ça que je l'ai zappé. Mais en fait, on va te dire aujourd'hui, OK, les gens aiment utiliser, par exemple, de l'affichage, hein, de ce qu'on appelle du display, en fait, hein, qui est typiquement afficher, par exemple, une bannière ou une image d'un produit ou service sur un autre site, en fait, à travers d'autres canaux, en fait. Voilà. Mais il y a des études qui ont montré que, en fait, les gens ne cliquent pas là-dessus. Les gens ne cliquent pas. Donc, si tu cherches aujourd'hui à faire de l'engagement, tu peux dire, OK, bon, c'est ce qui marche, c'est ce qui est traditionnel.
ou par exemple, les 12 mètres carrés, en fait. On va se dire, OK, on a besoin de faire des 12 mètres carrés. Ça marche, c'est efficace et tout. Mais au fond, le 12 mètres carrés ne permet pas à un utilisateur ou à un potentiel client de comprendre ta solution. Il va voir, mais il ne va pas comprendre, par exemple. Comprendre, c'est prendre avec, en fait. Okay. Mais justement, faire une vidéo explicative et mettre ça, par exemple, sur Facebook et puis faire voir cette vidéo-là, une vidéo explicative d'1 minute, c'est mieux que de mettre, on va dire, 10 panneaux dans la ville, en fait, par exemple. Donc, c'est de dire qu'il faut pouvoir être ouvert, en fait, à tester des solutions alternatives. Et justement, c'est à partir de ce moment que, encore, l'aspect, on va dire, marketing digital, le growth hacking est important parce que chaque jour, il y a de nouveaux canaux qui existent. Il y a de nouvelles solutions. Aujourd'hui, si une marque veut communiquer sur Internet, elle peut faire de la publicité sur Facebook, comme elle peut ouvrir un compte sur TikTok, par exemple, qui est un nouveau réseau social aujourd'hui où il y a très peu d'entreprises qui y sont, en fait, justement. Comme aussi, par exemple, plutôt que faire, en fait, on va dire des posts tout simplement sur Facebook, faire des posts dans des stories WhatsApp, en fait, par exemple. Donc, justement, pouvoir tester ces solutions-là afin non seulement de trouver la meilleure qui va nous permettre de toucher notre audience, d'engager notre audience, d'avoir des clients de manière la plus effective, en fait, derrière. Justement, l'une des notions, lorsqu'on parle de growth hacking, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire peut-être 10 fois mieux ce qu'on fait mais aujourd'hui, avec peut-être 20 fois moins de ressources, en fait. Okay. C'est une situation assez complexe, mais je pense que justement, c'est dans cette situation-là que tous les entrepreneurs peuvent être, en fait. On n'a pas assez de ressources, mais on a des ambitions très grandes, en fait. Voilà. Donc, comment est-ce qu'avec le peu de ressources, on arrive à atteindre nos ambitions qui sont très grandes? C'est justement être ouvert à des solutions alternatives, en fait. Super, super, super. D'accord. Donc, après, justement, on a parlé un peu de ça. Il faut faire ses choix sur de la data, sur des faits. Donc, pour revenir justement un peu à l'idée dont tu parlais tout à l'heure, cet entrepreneur qui vient, voilà, chef d'entreprise, il vient avec une idée géniale et tout. Voilà. Première chose, c'est, OK, si son idée vient, on va dire, d'une analyse de données que justement on a pu avoir, en fait, de par l'expérience de l'entreprise. Au contraire, il faut tester maintenant cette idée-là. On ne va pas tout de suite, justement, allouer toutes les ressources de l'entreprise sur une idée qu'on n'a pas testée. Donc, c'est vrai, il a eu son coup de génie. Certainement qu'il a justement analysé un peu les chiffres, les données, le nombre de visites qui viennent, enfin voilà, tout ça. Il a eu cette idée-là. Maintenant, il faut pouvoir tester, en fait, cette idée-là avant de pouvoir justement appliquer plus de ressources. Pourquoi? Parce que rien ne prouve que son idée va marcher, en fait. Rien ne prouve que son idée va marcher. Donc, si tu mets beaucoup de ressources et les ressources que les startups n'ont pas en illimité en général, eh bien, tu vas faire du gaspillage de ressources, en fait. Donc, tu vas certainement mettre la vie de l'entreprise en danger, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser vraiment, de prendre toutes nos décisions sur des données et non l'instinct, en fait. Vraiment. Et ça, c'est parfois très difficile parce que généralement, je parle un peu de ce que je connais, hein. L'entreprise ou entrepreneur est vu un peu en tout sachant et en tout faisant dans nos startups. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Non, et justement, il faut pouvoir, on verra après, il faut pouvoir avoir ce recul et puis cette humilité-là de dire, voilà, où sont les données, qu'est-ce que les données disent en fait. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est difficile. Je pense que souvent les startups n'ont pas ce temps-là forcément de se poser et de regarder les données parce que être entrepreneur, c'est se lever le matin, réagir assez rapidement. Il y a des problèmes à résoudre. Ici, on a un problème, comme on discutait tout à l'heure de trésorerie. Comment est-ce qu'on fait rentrer l'argent dans la boîte? Donc, souvent, je pense, les entrepreneurs n'ont pas forcément ce temps-là de se poser, de regarder leurs données et de se dire, bon, en fonction des données, voilà où est-ce qu'on va aller. Ils font les choses vraiment, ils sont en mode réactif, en fait. Alors que c'est pas ça, finalement, c'est pas ça qui va les aider. C'est plutôt de prendre de la distance, d'analyser leurs données et puis par la suite de prendre des décisions. Exactement. Si tu veux, c'est vraiment, je vais te dire, le grand challenge en fait, comment on appelle ça, dans tout cela, c'est de trouver le moyen de pouvoir faire ce process-là avec les contraintes quotidiennes en fait. Mais l'idée, justement,
c'est d'avoir, et ça aussi c'est très important, d'avoir juste un point de focus en fait. Voilà, parce que si justement, quand je parlais de l'entonnoir de conversion, mais tu veux travailler sur tout l'entonnoir de conversion en même temps, ça devient, comment on dit ça là, overwhelming, ça devient un peu envahissant en fait. Voilà, tu as beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chiffres. Non, non, non. Il faut se concentrer généralement pendant une période sur un seul métrique. Et généralement, c'est le métrique le plus important pour l'entreprise en fait. Ça peut être, par exemple, si je suis un restaurant, le nombre de réservations. Ça peut être, je ne sais pas, pour quelqu'un qui vend des chaussures, le nombre de chaussures qu'on a vendues. Il va s'en foutre en fait de tout le reste, mais juste ce nombre-là, il va chercher à le faire bouger en fait. Et pour le faire bouger, forcément, il y a des décisions. Donc, il va chercher à avoir les données pour pouvoir prendre sa décision en fait. Donc, l'idée aussi, justement, c'est dans cette myriade de choses à faire, non seulement pour l'entreprise de manière traditionnelle, mais aussi pour le marketing, pour le co-packing et tout, pour pouvoir dégager dans tout ça quelques métriques qui sont fondamentaux et essentiels pour l'entreprise. Et c'est sur ces métriques-là qu'on va se concentrer pour pouvoir les faire aboutir, en fait. Mais l'idée étant que le plus, c'est pas justement une règle absolue en même temps, mais c'est de se dire que à 90% du temps, essayons de prendre nos données, sinon de prendre nos décisions à partir de chiffres, en fait. Qu'est-ce que les chiffres disent? Voilà. Et si justement on n'a pas l'infrastructure pour pouvoir recueillir des données, parce qu'avant de prendre, et ça, si vous voulez, c'est la démarche analytique. Hein. D'abord, il faut collecter, après, il faut traiter, après, il faut analyser, et puis enfin, tu vas maintenant utiliser ça pour prendre ta décision. Mais justement, ce process de collecte, de traitement, d'analyse, ça revient encore à l'utilisation d'outils technologiques. En fait, aujourd'hui, tu as tous les outils technologiques qu'il faut pour pouvoir te traquer, pour pouvoir sortir justement ces données essentielles. Parce que si tu essaies justement de faire ça manuellement, tu ne vas jamais y arriver. Point. Tu ne vas jamais y arriver en fait. C'est pour ça que justement, quand on parlait de la définition du co-packing et du co-packer, j'ai insisté sur le fait qu'il y a beaucoup de coding, il y a beaucoup d'automatisation. L'automatisation, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet de gagner en temps en fait. Tout à fait. Tu vois comment tout se regroupe en fait. Hein. On a fait nos trucs, on a fait nos expériences, mais si justement, de manière analytique, on n'a pas soit les outils ou la personne pour toujours, qui ne va pas mettre 2 jours, mais 3 jours pour analyser les données qu'on a recueillies sur le site, on va te faire ça en 30 minutes. Bon, on va pas en fait, tu vois un peu, non? Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui, justement, avec la technologie, on peut collecter des données en grand nombre, les traiter, les analyser dans un temps très rapide, en fait. Rapide. Et ce que j'aimerais demander un peu à tous ceux qui nous suivent, on a des entrepreneurs qui sont dans la restauration, on en a qui sont dans les produits de beauté, on en a qui sont dans tout ce qui est vêtements. Est-ce que vous avez le temps, chers entrepreneurs qui nous suivez, vous avez le temps justement d'analyser les données? On a besoin de vous entendre, on aimerait savoir un peu ce que vous pensez de ce que David dit. Est-ce que vous dites que, David, tout ce que tu dis là, c'est bien beau, hein, mais vraiment dans le day-to-day, comme on dit, tous les jours là, c'est compliqué, ou alors vous dites qu'il a raison, vous avez, essayé d'avoir justement un canevas qui vous permet d'analyser vos données, ou alors c'est vraiment juste au tac au tac. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à nous dire un peu ce que vous en pensez. Et puis comme ça, on va, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce live-là, on va répondre aussi à vos questions. David, j'ai juste quelqu'un qui nous a demandé justement, qu'est-ce que tu penses des chatbots? Est-ce que les chatbots, c'est bon? Est-ce que c'est un outil comme un autre? Est-ce que c'est un outil qui va nous permettre de récolter de l'information? Qu'est-ce que tu en penses? C'est comment dire, ça fait partie, on va dire, de la myriade de choses qui sont aujourd'hui à notre disposition pour faire en griffe ce travail de gros hacking ou de faire avancer nos entreprises, nos organisations en fait. Voilà. Le chatbot, c'est typiquement un canal. Hein, c'est typiquement un canal. Aujourd'hui, le chatbot correspond à ce que l'email était il y a peut-être 10 ans ou 20 ans. Quand je dis ce que c'était il y a 10 ans ou 20 ans, qu'est-ce que, je prends ton cas par exemple, je suis que tu reçois des centaines de mails par jour, tu ne lis pas trop. Tu vois, mais tu reçois peut-être 50 WhatsApp et puis tu vas regarder tous tes WhatsApp en fait. Tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, je suis une entreprise, je gagnerais à trouver le moyen d'avoir la permission de t'envoyer des messages WhatsApp plutôt que de chercher à t'envoyer des emails en fait. Oui, d'accord, je vois. Donc, voilà, c'est typiquement en fait quand je parlais de solutions alternatives.
C'est vraiment ça, en fait. C'est typiquement ça. Par exemple, aujourd'hui, pour communiquer directement avec un client, tu as quoi? Tu as un griffe, tu as son numéro de téléphone. C'est trop intrusif parce que justement, les gens sont fatigués d'être marketés. Voilà, on ne peut pas recevoir d'appel. Tout ça là, ils ne veulent plus. Et tout, voilà. Ouais. Tu peux aussi envoyer à la boîte postale, on ne va jamais voir, il n'y a pas de problème si tu veux. C'est ça. Comme aussi, tu peux m'envoyer un email, je vais regarder ça peut-être 2 semaines après. Ou si justement tu es suffisamment, on va dire, outillé, tu utilises justement les bons outils, tu peux faire en fait un chatbot qui va m'envoyer un message inbox ou qui va m'envoyer un message via mon WhatsApp en fait. Tu vois? Et là, ça augmente en fait, si tu veux, en griffe la probabilité d'être suivi. Mais il faut faire ça maintenant, il ne faut pas faire ça dans 10 ans parce que dans 10 ans, peut-être que ça va évoluer. Ça va changer, oui, c'est clair. Regarder en fait leur inbox en fait. Voilà. Et justement, en parlant d'automatisation, le chatbot va te permettre par exemple de faire une enquête, mais au moins de temps que si tu devais poser la question, prendre ton téléphone, appeler un client, lui poser 2-3 questions, mais le chatbot justement en ligne aujourd'hui, avec une campagne, la personne arrive, elle va interagir avec OK, bonjour, vous confirmez bien vos adresses, la personne appuie juste un bouton. Quel est, par exemple, si tu es dans un restaurant, on va dire, quel est votre type de plat préféré, peut-être italien, allemand ou bien congolais. Mais après, ça permet de justement gagner en temps et aussi ça permet de justement, comme j'ai dit, faire des expériences. Donc, il faut pouvoir utiliser en fait. Donc, c'est vraiment très important de poser cette question-là. Je veux dire, la technologie, généralement, il faut l'aborder comme étant un couteau. Un couteau, tu peux prendre un couteau pour justement couper ou bien préparer un bon mets, comme aussi tu peux prendre un couteau pour faire en fait du mal. En fait, tout dépend de la manière dont on utilise en fait ces outils-là en fait. Voilà. C'est vraiment ça. La manière dont on utilise les outils va dépendre souvent aussi de notre cible. Voilà. Si notre cible est plutôt urbaine, très jeune, très branchée et tout, les chatbots, il n'y a même pas de problème. Mais si notre cible, c'est peut-être des personnes du 3e âge, c'est pas sûr que le chatbot soit la meilleure manière d'utiliser ou d'apprendre notre audience. En fait. Donc, voilà. C'est un outil formidable, justement, on va dire, au service de l'entrepreneur, du gros hacker, mais en même temps, il faut avoir du discernement dans l'utilisation. J'ai une entrepreneur ici qui dit que personnellement, elle n'analyse pas ses données et n'y pense pas au quotidien, en fait, mais qu'elle se rend compte que c'est important pour ajuster sa stratégie. C'est ça. Il y a quelqu'un, c'est vraiment, il faut que je trouve cette citation-là. Ouais. On ne peut pas améliorer ce qu'on n'a pas mesuré. Ce qu'on n'a pas mesuré, effectivement. C'est vrai. On ne peut pas. Vas-y. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Voilà. Tu veux atteindre en griffe 10 millions, bien 100 millions, mais 200 millions de chiffre d'affaires, il faut mesurer ça chaque semaine, en fait. Tout à fait. La semaine dernière, on était à temps, il faut pouvoir faire. Et justement, quand je parle d'analyse et tout, il ne faut pas justement rentrer dans ce que les Anglais appellent ça analysis paralysis, dans la paralysie de l'analyse, en fait. Non. Les choses essentielles. Généralement, pour une entreprise, ça va être le chiffre d'affaires, peut-être le nombre de commandes, et puis peut-être le nombre de personnes, peut-être en termes de prospects, mais vraiment des choses capitales. Fondamental, c'est ça, c'est vraiment ça. En tout cas, l'entrepreneur en tant que chef d'entreprise et tout, doit pouvoir mesurer des choses fondamentales. Peut-être que les équipes vont rentrer dans plus de détails, même de choses, mais lui, il doit pouvoir avoir son dashboard. Ça va être son revenu, son cash à la banque, ses prospects, ce genre de choses là. Vraiment des activités clés. Il faut pouvoir avoir ça. Il ne faut pas compliquer la chose. On commence peut-être par trois indicateurs que tu mesures au jour le jour. Okay, bon, on était à ce niveau-là cette semaine. Comment est-ce qu'on fait pour passer à peut-être 10% la semaine prochaine? Bon, comment est-ce que je peux faire? Peut-être que, je vais faire une pub sur Facebook. Peut-être que, je dis n'importe quoi, je vais aller appeler 10 personnes. Voilà. Mais tu as des actions concrètes et puis, au fur et à mesure, tu vas en griffe améliorer ce process-là. Voilà. Mais s'il faut commencer, il faut vraiment commencer, c'est extrêmement important de mesurer parce que justement la croissance en question qu'on cherche pour notre entreprise, elle ne vient pas en griffe par hasard. C'est vraiment de la sueur, de la transpiration, parfois même du sang que tu vas mettre en fait là-dedans en fait. Et justement, pour pouvoir faire ce travail-là, il faut pouvoir mesurer. Sinon, si tu ne mesures pas, tu vas mettre tellement ton sang qu'arriver un moment, tu vas te décourager, tu vas dire c'est bon, je laisse. Mais si tu mesures, tu vas voir en griffe
tes progrès et ça peut t'encourager à continuer tes efforts, en fait. C'est vrai que nous, dans la plupart des programmes d'accompagnement qu'on offre, justement, on a justement des outils de mesure parce que c'est important et souvent quand on a des entrepreneurs qui viennent et qui n'ont pas, on leur demande justement c'était quoi ton chiffre d'affaires par exemple l'année dernière ou bien il y a 2 ans et qui ne sont pas en mesure de nous donner ça, juste cette simple information-là. Et quand on essaie d'aller un peu plus loin, ben c'est encore plus compliqué pour eux. Ils n'ont juste pas l'information. Et c'est vrai que nous, on essaie de mettre en place justement, et on a des outils qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir suivre leur progression. Mais je pense que le challenge qu'on a aussi, c'est qu'il faut habituer les entrepreneurs à faire cet exercice-là. Parce que tu peux leur donner ces outils-là, mais quand eux n'ont pas l'habitude de récolter ce genre d'informations et qu'ils ne sentent pas la pertinence, ben, ça va être un peu difficile. Hein. C'est pour ça qu'on parle de mindset aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on parle vraiment de mindset là. Et c'est vraiment donc très important d'avoir ce mindset là. Vraiment, je veux dire, en tout cas, moi, je ne connais pas une entreprise qui n'est pas analytique. Hein. Je veux dire, toutes les entreprises, en tout cas, qui réussissent aujourd'hui, elles ont une obsession pour les chiffres, en fait, parce que, in fine, c'est ce qui compte. Je veux dire, on ne fait pas, en tout cas, si c'est une entreprise commerciale, c'est pour faire du chiffre d'affaires, c'est pour avoir du revenu, c'est pour avoir de la profitabilité, c'est pour avoir de la croissance. Mais il y a, en tout cas, il y a un chiffre qui va guider la vie de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir monitorer. C'est un peu comme quand tu pilotes, hein, voilà, justement, tu as un tableau de bord. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir aussi ton tableau de bord pour bien piloter ton entreprise, en fait. Voilà, donc l'autre mindset, c'est, bon, j'ai mis niveau élevé d'intelligence digitale, j'ai mis ça en début. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est justement d'avoir cette capacité-là à pouvoir utiliser rapidement de nouveaux outils, rapidement de nouveaux logiciels, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un grand nombre de choses aujourd'hui qui sont automatiques, qui sont faites par des logiciels, par des solutions qui sont déjà prêtes, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette capacité-là, à pouvoir en griffe, justement, s'adapter, justement, parce que, justement, on était comment on appelle ça, je vais dire, dans notre vie normale, le Covid est arrivé. Bon, nous, on utilise, bon, sans faire de publicité, on utilise les Google Apps depuis qu'on existe, donc depuis 4 ans. Meet existe. Et je pense que entre mars et puis aujourd'hui, je n'ai jamais utilisé ça autant. Pourtant, c'était un outil qui était là, en fait, justement. Donc, rapidement, on s'est adapté, on a appris à utiliser sans même y aller. Voilà, donc c'est la même chose aujourd'hui. Pour certaines personnes, elles seront obligées de télécharger Zoom ou bien justement de faire des Facebook Live. Mais donc, il faut pouvoir avoir cette facilité-là pour pouvoir le faire parce que justement, les technologies, ça change, ça va. Si on veut rester pertinent, il faut pouvoir un peu suivre, en fait. Voilà, il faut pouvoir suivre. Voilà. Ouais, tout à fait. L'idée maintenant, je pense que cette question, j'aurais dû vous la poser au début, mais l'idée, c'est que justement, ce mindset de growth hacking là, comment est-ce que ça va bénéficier? En fait, il y a 2 niveaux. Au niveau personnel même déjà, voilà, et puis au niveau, on va dire, même de l'entreprise, en fait. Pourquoi au niveau personnel d'abord? Parce que justement, il faut se challenger personnellement pour croître personnellement, en fait. Hein, parce que déjà, la manière dont on voit le monde, c'est défini par notre état d'esprit, en fait. Donc, si on voit les choses noires, les choses seront noires. Si on voit les choses blanches, les choses seront blanches, en fait. Voilà. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on aborde les défis, hein? On en avait parlé un peu lorsqu'on préparait un peu ça. Le growth hacking, le growth mindset, c'est un autre concept, mais justement qui se dit que quand on voit des obstacles, il y a plusieurs manières de le voir. Soit on va le voir, comme les gens le disent, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Voilà. Donc, est-ce qu'on approche les problèmes? Comment est-ce qu'on trouve les solutions? Comment est-ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas, en fait? Voilà. C'est ce qui va déterminer la manière dont on va se développer. Et c'est ce développement-là qui va impacter la manière dont on va gérer les changements ou même la manière dont on va se sentir, en fait. Pourquoi est-ce que... David, excuse-moi, mais quand tu as des gens avec qui tu travailles et qui ont de la difficulté justement à changer ce mindset-là, c'est des gens avec qui, disons, tu as travaillé depuis longtemps.
tu vois. Et puis toi, tu as réussi en fait à, à changer ta manière de voir les choses et tout ça. Et tu essaies de prendre tes collaborateurs, tes employés et de les emmener vers cette nouvelle façon de penser et que ça ne passe pas en fait. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quand tu as une partie de ton équipe qui n'a pas ce mindset-là de growth hacking, alors que tu sais que vous êtes au pied du mur et que vous devez changer votre manière de faire. Tu vois? Comment on dit ça? J'ai dit, OK, entourez-vous des bonnes personnes. Ah bon, mais super. Mais en fait, voilà. En fait l'idée c'est quand on parle de bonnes personnes, justement, Ouais. On ne va pas forcément en griffer. C'est pas qu'il faut avoir que des gros facteurs dans une entreprise. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais, Mais ouais. c'est plutôt des personnes, justement, qui vont proposer des solutions au lieu tout simplement de critiquer. Tu vois, des personnes qui vont continuer, si tu veux, d'apprendre de nouvelles choses par rapport à l'entreprise en même temps, hein, toujours, plutôt que de dire, OK, bon, j'ai fait PhD, j'ai fait master, j'ai fait bac plus 5, mais pourquoi tu m'écoutes? On n'est pas à l'école ici. Voilà. Il y a des personnes qui sont justement prêtes à tester de nouvelles choses plutôt que de dire, OK, c'est comme ça, on a déjà fait. C'est comme ça, on fait. Hein. On peut rien faire. On peut rien faire pour toi. C'est comme ça, on a toujours fait. Non. Justement, ça revient à cette notion de growth mindset versus fixed mindset, en fait, qui a été établi, en fait, un peu par quelqu'un d'autre. L'idée, en fait, vraiment, c'est là aussi, on griffe, malheureusement, vraiment, pour dire les choses vraiment très crues, il faut pouvoir prendre les décisions difficiles. Si quelqu'un ne t'arrive pas dans ton entreprise, voilà, on trouve le moyen de se séparer à l'amiable pour pouvoir avancer, en fait. Parce que, surtout une entreprise qui est en formation, il y a un impact direct de la qualité des personnes qui sont dans l'entreprise sur sa probabilité ou bien sa capacité à survivre, en fait, sinon à vivre, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et justement, pour ne pas arriver comment tu appelles ça, à devoir prendre de telles décisions, il faut pouvoir travailler sur des process encore de recrutement, en fait. Ça aussi, moi, je peux le dire, hein, j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus parce que, justement, je n'avais pas, en tout cas au début, un process de recrutement, un process de vetting, dans le sens de vérifier les compétences de la personne, checker, rechecker, bien rechecker, faire au moins 3 ou 4 interviews avec des personnes différentes pour donner un point de vue sur un collègue ou un collaborateur, en fait. Voilà. Il faut avoir donc des process de recrutement dès la base. Comme ça, on dit, OK, nous, chez nous, là, quand tu viens là, tu dois pouvoir apprendre chaque semaine quelque chose de nouveau. Est-ce que ça t'arrange? Non, c'est pas grave. Tu es sûr, on reste amis, mais on peut pas, voilà. On est clair sur un certain nombre de choses, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. Si dès le départ, c'est bien mis sur la table, c'est bien clair, ça permet d'éviter des ambiguïtés ou on va dire de réduire le risque d'avoir des ambiguïtés, en fait. Parce qu'il n'y a rien de tel, ou il n'y a rien de plus déstabilisant que d'avoir en fait, un turnover élevé dans une start-up, en fait. C'est clair. Parce que justement, moi, en tout cas, si je dois retenir ou je dois partager quelque chose sur ces 4 ans-là, c'est qu'il n'y a rien de tel que d'avoir une équipe qui est motivée, qui travaille avec toi ou vous travaillez ensemble pour atteindre des objectifs, en fait. Et ça, c'est la clé d'une réussite d'une entreprise. Hein. Vraiment, en tout cas, si tu veux, moi, j'ai compris pour le moment. Au-delà des financements, au-delà de tout, si tu as l'équipe, ben, vous êtes à la guerre, vous partez. Même si à la fin, tout le monde est mort, mais tu es sûr, les 3, le film, les 3 sont, voilà, ils sont partis. C'est vrai que à la fin, tous sont morts, donc c'est pas ce qu'on souhaite pour nos entreprises. Par contre, c'est l'état d'esprit de dire qu'on est en guerre, en fait. Même si on est 5 contre toute la terre, mais on y va ensemble, en fait. Ça, il n'y a rien de tel que d'avoir ça, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important, justement, de pouvoir, en faire établir ces standards dès le départ. Donc, si, justement, dans nos standards, c'est d'avoir cette mentalité de growth, mais dès le départ, on communique ça aux prospects, aux candidats, on dit, OK, chez nous ici, voilà comment on réfléchit. Est-ce que tu penses que tu peux rentrer dedans? Tu peux enfin, on continue le processus. Si tu ne peux pas, il n'y a même pas de problème. On ne perd pas ton temps, on ne perd pas notre temps. Voilà. Donc, avant d'arriver, mais malheureusement, malgré tout ça, il peut arriver que, OK,
on doit devoir en griffe se séparer en fait d'un collaborateur. Surtout en fait, même si en griffe cette personne la performe et tout, mais si l'état d'esprit n'y est pas, en tout cas moi en général, voilà, vraiment de manière très transparente, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, mais ça reste c'est nécessaire. J'ai Monsieur Jean-Paul Omba Diama qui demande dans le mindset growth hacking, on se concentre sur les problèmes clients ou sa solution proposée. Super, ça c'est une question excellente. C'est vraiment les problèmes du client en fait. Pourquoi? Parce que ce sont les problèmes du client qui vont normalement t'amener soit à travailler, sinon à retravailler ta solution, ou bien même à créer une nouvelle solution même qui existe en fait. Donc c'est exactement ça, on se concentre mais vraiment à 300% sur les problèmes du client en fait. Voilà. Parce que moi, il y a une de mes professeurs de marketing qui disait le client en fait c'est celui qui a mon argent dans sa poche en fait. Mais comme je ne peux pas le frapper pour prendre mon argent, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir récupérer. Donc je vais essayer de résoudre un problème qu'il a et puis il va me donner mon argent en fait. Voilà. Exactement. C'est vraiment ça. Et généralement, comment on sait qu'on a résolu un problème d'un client, c'est en général, quand on va présenter peut-être notre solution d'une manière ou d'une autre, hein, le client va lui-même se dire, OK, je veux, voilà, tiens, on a le prend. Même si le produit n'est pas là, en fait. Voilà, je dis n'importe quoi. On fait peut-être des chaussures, justement. Si aujourd'hui, en griffe, on lance peut-être en précommande nos chaussures, on voit qu'il y a 500 commandes d'un coup, mais on sait clairement que nos chaussures répondent à un problème bien concret, en fait. Par exemple. Et ça, c'est par exemple, justement, pour faire un peu d'historique. Donc, malheureusement, c'est très américain encore, la société Dropbox, qui fait le storage. Voilà. Eux, justement, c'est l'un des exemples les plus classiques de chez Classic lorsqu'on parle de growth hacking. Dropbox, avant de même concevoir leurs produits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un site internet, ils ont fait une vidéo pour présenter la solution, pour dire, OK, voici notre solution, ça va vous permettre de faire du stockage et tout ça. Si vous voulez l'avoir, laissez votre email. En même temps, ils ont eu des centaines de milliers d'emails pour des personnes qui étaient prêtes à utiliser leur service. En fait. Donc, à partir de ce moment, typiquement, ils savent que, OK, si on développe, il y a des gens qui vont acheter, en fait. Et même, on peut aller jusqu'au bout pour savoir combien ils vont acheter, ou même, on peut arriver, c'est comme par exemple, justement, c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus pertinent, mais des produits comme les produits d'Apple, mais justement, avant même que c'est lancé, les gens ont déjà acheté, en fait. Voilà. Typiquement, lorsqu'on est censé que OK, notre produit répond à un problème ou résout un problème concret pour nous. Super, super. Alors, est-ce que tu as encore, là, on est à peu près à 1 heure déjà. Est-ce qu'il y a encore des points à partager? 5 conseils justement pour acquérir un état d'esprit de growth hacking. Typiquement, c'est de changer votre état, votre image de la réussite, premièrement. Voilà. Le succès, ce n'est pas une destination. Je suis arrivé. Donc, voilà, on n'est jamais arrivé, mais plutôt on recherche des améliorations de manière continue, en fait. Voilà. C'est vrai que, justement, Facebook, ce qui leur permet de rester Facebook, c'est parce que c'est inclus justement dans leur ADN de chercher à améliorer l'usage des choses. Voilà, il y a des compétiteurs qui arrivent, ils peuvent se dire, OK, bon, tu en es arrivé là, on a quel problème? Bon. Pourquoi s'emmêler encore? Non. Le succès, c'est vraiment ça, c'est une recherche d'amélioration continue. Ce n'est pas vraiment une destination, en fait. Donc, déjà, ça permet justement, si tu cherches à t'améliorer, forcément, tu vas chercher à apprendre, forcément, tu vas chercher à faire des expériences et tout le process tu mets en marche. Mais si tu penses que tu es arrivé, pourquoi tu vas faire tout ça? tu vois un peu. Donc, si tu penses que tu es arrivé, bon, tu n'as pas besoin de faire tout ça, en fait. Voilà. Donc, s'ils sont arrivés, bon, c'est bien pour eux. Nous on est sur le. Vous êtes encore sur la route. Voilà. Ne pas vous mettre justement sur le chemin. Il ne faut pas se laisser arrêter par des obstacles. Demander de l'aide, c'est important. Voilà. C'est pour ça qu'une communauté, c'est vraiment très, 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 très important. Parce que, forcément, dans la communauté, il y a quelqu'un qui a déjà vu. Je veux dire, tes problèmes de process, là, il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui a déjà eu ces problèmes-là. Si maintenant, bon, tu n'as pas de communauté, tu cherches, tu googles. Voilà, tu googles, en fait, on trouve des réponses à tout. Il n'y a pas de problème en griffe qui sont, on va dire, sans solution, en fait. Tout à fait. Après, rester curieux.
Là, ça, je pense qu'on en a parlé suffisamment. Apprenez quelque chose vraiment presque tous les jours, en fait, dans notre domaine, hein, pas forcément. Je n'ai pas marketeur, c'est pas la peine. Voilà. Tu peux toujours apprendre les fondamentaux du marketing, mais tu vois, on ne te demande pas de devenir spécialiste du marketing digital, sinon nous autres, on n'a plus de travail. Voilà. Apprendre les fondamentaux, il n'y a pas de problème, mais de rester quand même curieux, quoi. Voilà. Après, de s'entourer des bonnes personnes, on en a parlé. C'est pas qu'il faut avoir que des gros facteurs autour de soi, mais plutôt des personnes positives qui cherchent à trouver des solutions plutôt que de critiquer, qui cherchent à apprendre, qui font voilà, qui sont ouvertes et tout ça, en fait. Voilà. Et puis, challenger vos propres hypothèses, en fait. Voilà, remettez-vous en cause. Je veux dire, personne n'a la science infuse, personne n'a voilà, la connaissance absolue, en fait. Restez c'est important. Je dis, l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un vrai chemin d'humilité, quoi, parce que, OK, arrivé un moment, voilà, quand tu travailles des personnes, tu les as pas payées pendant 3 mois, bon, je pense que tu vas, en tout cas, l'attitude normale, c'est d'être un peu humble vis-à-vis de ces personnes. Tout à fait, ça c'est vrai. Voilà, voilà, ça te montre tes faiblesses et c'est très passionnant comme chemin. Et puis de créer un mastermind, en fait, de pouvoir se soutenir entre entrepreneurs parce que justement, c'est quoi le proverbe? J'ai des problèmes, j'ai du mal avec les proverbes, mais seul on va vite, mais plus loin, on va plus loin. Voilà, tu peux être focus sur ton truc, mais si tu as d'autres personnes autour de toi, ça peut être 5 personnes maximum. Voilà, vous partagez en fait vos challenges ensemble et puis ça va vous permettre justement d'aller plus loin en fait. Après, justement, pour motiver vos collègues à évoluer, c'est typiquement de leur donner c'est vraiment de créer un cadre en fait justement où les personnes se sentent responsabilisées pour non seulement apprendre et puis être créatif en fait. Donc, voilà, il faut pouvoir rendre vos collaborateurs autonomes, il faut pouvoir clairement mettre dans leur activité des plages horaires pour qu'ils puissent apprendre quelque chose, sinon perfectionner ce qu'ils connaissent déjà et puis justement avoir des objectifs pour motiver en fait vos collaborateurs à se développer. En fait. Voilà, donc je pense que je ne sais pas si tu as encore d'autres questions ou il y a des questions dans l'audience. Attends que je vois. En tout cas, David, merci infiniment. C'était très, très, très intéressant. Je ne savais pas que le growth hacking, en fait, que le mindset de growth hacking, c'était tout ça. Je trouve que c'est très pertinent, surtout comme je l'ai dit au début, dans la crise actuelle. Et je crois que c'est pas juste, ça ne s'adresse pas juste en fait aux entrepreneurs. Je pense que c'est pour un employé aussi qui est dans un boulot et qui lui aussi peut avoir justement ce mindset-là de growth hacking et se dire qu'il peut proposer peut-être de nouvelles idées, travailler avec son équipe sur de nouvelles façons de faire, de s'améliorer. Franchement, je trouve que c'était vraiment intéressant. Alors, pour ceux qui nous suivent, est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires. David, je vois en fait qu'on a dit que tu étais un vieux père. Hein. Il y a quelqu'un qui a mis, je crois que c'est Maïmouna. Maïmouna, elle a dit le vieux père David, elle a partagé la page. Donc, on dirait que tu es un vieux père dans le digital, David. En tout cas, mais je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. David, juste rapidement, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Facebook, David Kapochichi, j'ai ma page. Et puis sur LinkedIn, c'est vraiment les deux endroits où je suis le plus réactif et le plus présent. Okay. David Kapochichi, tout simplement. Je suis sur LinkedIn. Ok, super. Bah, en tout cas, David, merci beaucoup. Et donc, on va essayer de faire un petit résumé de tout ce dont on vient de parler. On va envoyer le replay à tous ceux qui nous suivent. Et puis, pour ceux qui sont intéressés à en savoir un peu plus sur le growth hacking, on a écrit un article sur notre site internet que j'ai partagé d'ailleurs sur la page Facebook de Entre Africains. David, tu m'avais partagé quelques éléments, 2 vidéos sur YouTube. Je pense que je vais le repartager aussi à tous ceux qui ont suivi ce Facebook Live-là pour en apprendre un peu plus sur le mindset et aussi sur ce que c'est que le growth hacking.
Et puis, donc voilà. Je te remercie. Merci à vous qui nous avez suivis, qui avez pris le temps de nous suivre. Et on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va recevoir 2 invités qui ont justement eu ce mindset-là de growth hacking et qui ont dû se réinventer en moins d'1 mois pour pouvoir faire un festival. Ces personnes-là sont à Montréal. En fait, le festival, c'est le festival Vue d'Afrique qui devait avoir lieu comme chaque année dans les salles de cinéma et qui ont dû se réinventer en moins d'1 mois pour en faire un festival en ligne et qui a été énormément apprécié par beaucoup de personnes. Donc, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous encore mercredi à 14 h pour qu'on puisse avoir un exemple justement de ce que c'est qu'un peu le growth hacking. Voilà. Merci. Ciao, David. Bye bye. Bye. Bye.